Bien, chers amis, bonjour à tout le monde. Donc, merci d'avoir répondu à l'invitation de la Fédération de la Somme de la Libre Pensée et d'assister aux travaux de ce colloque, de cette réunion débat, on va dire réunion débat, sur la liberté de la recherche scientifique. Pour ce faire, nous avons invité un certain nombre de personnes que nous sommes très heureux de pouvoir accueillir ici. Diderot disait justement qu'il fallait oser populariser la philosophie. Or, un autre philosophe, Lucien Sèvres, dit dans un de ses livres que la bioéthique est certainement le sujet le plus apprécié par la population dans sa grande majorité. Donc c'est une manière de populariser la philosophie que de s'emparer de cette question. Tout à fait. Je vous remercie doublement. D'abord parce que Diderot a été quelqu'un qui a pratiqué avec passion les sciences du vivant, même si c'était embryonnaire de son temps, et sa fameuse formule « hâtons-nous de rendre la philosophie populaire », où le mot philosophie implique la science, implique le savoir, est tout à fait à l'honneur. Je pense que vous avez raison. Aujourd'hui, très souvent, quand on parle de science, on pense aux sciences du vivant, et lorsqu'on parle de débat scientifique ou entre la science et la morale, on pense à la bioéthique. Vous écrivez dans votre abstract du jour, si savoir c'est pouvoir, alors comment l'usage éclairé des sciences doit constamment s'opposer aux excès de tout pouvoir? J'avais repris une formule de Bacon, le contemporain disons, début du XVIIe siècle, le chancelier Bacon, qui disait « Knowledge is power ». Savoir, c'est pouvoir. Et je pense en effet qu'il y a un lien entre le désir de savoir, le désir de commander et le désir de jouir, puisque ce sont les trois formes de la cupiditas augustinienne. Et en effet, la conjonction de la science, du désir de jouissance, donc d'exister comme être humain, et même du désir de commander, d'imposer, nous force à réfléchir sur des limites possibles de la science. Est-ce que la science peut, à elle-même, se fixer des limites? Je ne le pense pas. Est-ce que la science doit être limitée? La question est très difficile, mais elle mérite d'être posée, et le débat d'aujourd'hui, c'est vrai que la science, c'est de l'ordre, dans son fonctionnement, c'est un ordre républicain, c'est-à-dire on est tous sont égaux, ce sont des pairs, mais avec libre discussion. La démocratie, c'est autre chose, ce fameux pouvoir du peuple. Ça nous rappelle des débats un peu anciens sur la science prolétarienne ou d'autres questions, mais nous restons tout de même au cœur de la discussion. S'il est vrai que l'objet de la science, c'est le vrai, on pourrait se demander si le vrai est toujours tout seul le vrai, et s'il n'est pas accompagné d'autres valeurs, de très près. Pour Platon, par exemple, le beau est l'éclat du vrai, mais est-ce que le juste ressemble au vrai? Question morale, d'un côté. Et puis de l'autre, est-ce qu'un homme de science doit se fixer des limites? Je pense que si on est un homme de science, on cherche effectivement le vrai. Merci beaucoup. On peut dire en effet que le souci bioéthique date du lendemain de la Seconde Guerre mondiale, à la suite des expérimentations et aussi de ce programme médicalisé d'extermination que l'on sait. Même si la bioéthique elle-même viendra plus tard, le mot viendra en 70 et le courant en fait commence à s'élaborer dans les années 60. Alors effectivement, massivement, les religieux ont résisté d'ailleurs aux côtés d'autres et massivement ils ont mis en évidence, médecins ou théologiens, le fait que idéologiser le développement d'une connaissance à travers la mise en œuvre d'une technologie, puisque le programme nazi avait été non seulement mis en œuvre, mais aussi formulé en des termes médicaux, conduisait en fait à la destruction de l'humain. Donc c'était un sentiment, une inquiétude.
Lorsque la bioéthique va se développer à proprement parler, donc en 70, on va confier d'abord d'ailleurs aux théologiens la tâche de réfléchir à humaniser la médecine. Et c'est dans ce cadre-là que, au lieu de venir donner des limites morales, ils vont finalement formuler les choses en d'autres termes en disant le développement de la connaissance, des connaissances biomédicales, puisque la biomédecine s'était élaborée dans les années 50, le développement des connaissances biomédicales et des technologies biomédicales risque de conduire à une fabrication de l'humain. Donc entre les deux pôles, de l'idée d'une destruction de l'humain, l'idée d'une fabrication de l'humain, la question qui est posée, c'est celle de savoir dans quel sens le développement de la connaissance risquerait de modifier fondamentalement la condition humaine. Ce qui vous fait dire ou adhérer au questionnement bioéthique contemporain qui doit, me semble-t-il, à votre avis, renouveler la base épistémologique, philosophique, fondamentale, morale, éthique des sciences biomédicales. C'est une phrase que vous aimez bien, ça? Oui, l'idée qu'il faut renouveler le socle épistémologique des connaissances biomédicales, ou peut-être d'ailleurs des connaissances plus généralement, mais en particulier celles-là qui sont quand même orientées vers une pratique, et ce qui les définit. Alors je ne dirais pas que j'adhère à la pensée biométrique contemporaine qui est multiple et variée, et peut-être pas à la forme de régulation en particulier qu'elle prend. Et quand vous m'avez proposé le thème de la journée, j'avais dit la question des limites à assigner à la connaissance, est-ce que c'est en ces termes-là que ça se pose? Si je parle de renouveler le socle épistémologique, c'est plutôt dans le sens où ce que l'on constate aujourd'hui, c'est le risque d'un développement aveugle d'une raison instrumentale dans laquelle soustraite à une raison réflexive, celle des Lumières par exemple. Et peut-être que effectivement un élément majeur, c'est de repenser la recherche et le développement de la connaissance dans toute son amplitude, à savoir que, par exemple, les connaissances en médecine ne portent pas, ou en tout cas portent partiellement sur le corps, mais sur un corps qui n'est pas un corps physique, mais qui est un corps vécu également, qui s'inscrit dans une expérience. Et il me semble effectivement que le renouvellement épistémologique passe par un dialogue entre les sciences de la nature et les sciences humaines. C'est dans ce sens-là que j'évoquais cela. Catherine Drapery, vous avez été la locale de l'étape. Nous avons reçu de brillants intellectuels venant d'ailleurs. Vous êtes l'intellectuelle brillante d'ici. Et vraiment encore merci. Une dernière petite question, parce que justement, vous êtes en contact avec la jeunesse estudiantine. Est-ce que les étudiants en médecine à Amiens sont sensibles à ces questions? Comment vous ressentez le vécu des étudiants de votre faculté par rapport à cette problématique? Alors, je dirais qu'ils le sont, évidemment, mais ce sera une réponse évidemment partielle, puisque en première année, j'ai 1200 étudiants et qu'il est assez difficile de répondre de façon... je dirais qu'ils le sont en particulier, donc effectivement, on a une première année où on sensibilise, c'est surtout quand je les revois par la suite, et c'est surtout quand je vois la façon dont ils viennent ensuite rediscuter les choses, et en particulier à partir du moment où, après avoir théorisé, ils ont rencontré la pratique. Merci Catherine, nous allons reprendre la deuxième partie des travaux de la journée. Merci à vous. Et à bientôt. À bientôt. Oui, volontiers. Un communard, allez, vendu. Au cœur même de la discussion sur la bioéthique, la question de la définition de la personne, qui est éminemment philosophique. Bien sûr, il est évident que toute pensée, toute prise de position, que ce soit de science, de religion ou de politique, est une question de personne. Et cela va dépendre donc d'idéologie, de prise de position. Et concernant la bioéthique qui s'adresse à la personne humaine dans ses aspects essentiellement
comme le titre l'indique, bioéthique mais biomédicale, et derrière toute la recherche biomédicale, il va de soi que les personnes qui ont en charge à prendre des décisions vont prendre ces décisions suivant justement leur prise de position, qui sont des prises de position idéologiques, politiques et religieuses. On va être d'accord pour travailler par exemple sur les cellules souches ou pas, à la condition que l'on va considérer que les cellules souches, eh bien, ce sont des cellules embryonnaires qui n'ont pas encore qui ne sont pas dans un concept de personnalité ou de personne, puisque la personne ne peut se construire qu'au moins après la naissance. Il est évident que lorsqu'on met dans un comité d'éthique aussi bien des religieux qui sont pour le catholicisme ou pour le judaïsme, on va avoir des réponses totalement différentes et on ne pourra jamais avoir un consensus. C'est le problème que j'ai modestement en tant que médecin concernant l'IVG, en pratiquant les IVG dans les centres universitaires de Picardie. Nous avons ce type de problème. On se rend compte qu'on a un mal fou à évoluer sur cette question et que c'est vrai qu'on revient toujours avec cette notion de bioéthique, finalement à quelque chose qui n'est pas de l'ordre de la raison, comme on l'a dégagé ce matin, mais puis quand même, à un certain moment, une sorte d'arbitre métaphysique, philosophique, moral, qui peuvent être respectés, mais quelles sont les limites finalement? Comment peut-on établir une limite entre justement l'ingérence, excusez-moi, de cette métaphysique avec finalement une technique mise finalement au service de l'humanité. Une femme par exemple qui demande un avortement, on lui offre une technique et on soulage un problème humain qui est le sien. Tout à fait. Mais cette mise en pratique justement de ces techniques qui sont le résultat en fait de recherches scientifiques fondamentales et de la science qui au départ n'a pas forcément un projet de technologie. Aujourd'hui c'est un peu différent parce que la plupart des chercheurs maintenant sont engagés sur des projets, ils savent déjà presque ce qu'ils doivent et ce qu'il est nécessaire de trouver. Dans cette problématique, il est évident que tout est relié à une idéologie. On le voit très bien sous différents gouvernance, comment le politique peut prendre des décisions, et ces décisions qu'il va prendre, il les prendra s'il est en accord, comme dans la gouvernance de Sarkozy, qui était très proche du catholicisme, il s'approche de l'idéologie catholique, il va faire en sorte que le développement de l'étude sur les cellules souches soit freiné ou ne se fasse pas, sauf dans des conditions très particulières. On va interdire les dépistages préimplantatoires, toujours pour les mêmes raisons, parce qu'on ne touche pas à l'embryon, et parce que la religion catholique, depuis les pères de l'Église au 2e, 3e siècle, ont mis en place cette idée que dès la fécondation, on a affaire à une personne, ça doit se respecter. Donc ils sont toujours dans ce système, et on ne pourra jamais les contredire et aller contre cette pensée qui est la leur. J'aimerais avoir votre réaction. J'étais intervenu à un colloque à la Maison de la Culture organisé par Martel sur la bioéthique, et j'avais jeté un franc en disant la peine de mort a été abolie par le Parlement, pas sur les conseils d'un conseil d'éthique. Donc finalement, il y a quelque chose qui me surprend. Est-ce que finalement on a besoin d'un conseil de bioéthique? Peut-être pas. Peut-être quelque part aussi on a besoin de conseillers et de personnes qui peuvent réfléchir sur l'application de certaines technologies et surtout en ce qui concerne l'humain. Si vous me permettez, je reviens encore très rapidement sur les cellules souches. On voit très bien, puisqu'on parle beaucoup de religion et les limites que peuvent apporter la religion catholique, donc considère qu'on a affaire à une personne dès la fécondation, donc on ne touche à rien. Dans le judaïsme, on a cette marge d'une quarantaine de jours, apparemment il y a rien. Dans l'islam aussi. Voilà, et dans l'islam aussi. Donc, mais l'islam n'est pas entré dans ce type tellement de recherche, mais le judaïsme en Israël, on était très en avance sur l'étude des cellules souches, parce qu'il n'y avait aucun problème de travailler sur ces cellules. Donc on est placé à un comité d'éthique où on met en confrontation, on confronte justement ces différentes idéologies. Il est évident que le consensus ne pourra jamais s'appliquer, et il est nécessaire
qu'il y a des personnes responsables qui peuvent de temps en temps donner leur avis et peut-être montrer les limites que l'on peut dépasser ou pas dans une application, entre une recherche fondamentale et une application. C'est une contribution, c'est pas une hégémonie, et le débat reste ouvert quand même sur le débat autour de la bioéthique. Merci, merci Jean-Louis Fischer d'avoir contribué à ce débat, surtout localement comme ça. Merci, on a plaisir de se rencontrer régulièrement. À la prochaine. Jean-Sébastien Pierre, en tant que président de la Libre Pensée, de la Fédération nationale de la Libre Pensée, nous sommes très contents de vous avoir parmi nous dans la Somme pour ce colloque, qui est peut-être un des premiers colloques organisés en France dans le cadre de la discussion impulsée par la libre pensée sur la bioéthique et la laïcité. Et donc, je vais vous poser la question qui me semble essentielle à la suite de ce colloque qui a été très riche, à la suite de la lecture des textes qui ont été publiés. Finalement, est-ce que la libre pensée demande la dissolution, la disparition du Conseil consultatif national d'éthique? Alors oui, effectivement. Effectivement, pour quelle raison? Parce que ça nous semble être une institution d'exception. Je pèse mes mots, c'est pas une juridiction puisque c'est consultatif et donc de ce point de vue-là, ça n'a pas force de loi. Néanmoins, c'est prévu pour préparer la loi et c'est le seul domaine de la loi, le seul domaine de la société dans lequel il y a une structure de ce genre. Alors ça, c'est une première raison. La deuxième raison, c'est que la constitution même de ce comité fait référence dans sa définition à des personnalités issues des principales familles spirituelles et philosophiques. Et cette espèce de communautarisme à l'américaine qui apparaît dans le Comité national consultatif d'éthique nous paraît tout à fait contraire à la laïcité et au fait que la loi de 1905 précise que l'État ne reconnaît, c'est son article 2, ne salarie ni ne subventionne aucun culte. Et là-dedans, ça a été une première étape, en fait, qui date déjà de longtemps, puisque ça date de 1984 maintenant, mais une des premières occasions dans lesquelles on a vu réapparaître, sans trop le dire, les cultes esqualités, ou en tout cas les représentants des cultes esqualités dans une institution de la République. Aujourd'hui, malheureusement, ça va beaucoup plus loin, puisque vous avez des comités soi-disant de gestion de la laïcité dans lesquels on voit les imams, les prêtres catholiques, les rabbins, etc., qui figurent esqualités invités par les mairies. Et au niveau des institutions françaises, est-ce qu'il y a une montée de l'influence du monde religieux, quel qu'il soit, sur les institutions? Ah oui, enfin en particulier dans le domaine dont nous parlons aujourd'hui, c'est bien évident. Comme chacun sait, la France est un pays laïque, c'est dans sa constitution. Elle est régie par la loi de 1905, donc ne reconnaît, ne subventionne, etc. aucun culte. Et néanmoins, c'est un des pays les plus arriérés du point de vue des lois de la bioéthique. Et nous avons fait notamment à Nancy, au moment de notre congrès de cette année, un colloque intitulé « La recherche sur l'embryon humain, 20 ans, bilan de 20 ans d'interdiction ». La France est un des pays d'Europe qui peut se targuer d'avoir interdit strictement la recherche sur l'embryon humain et sur les cellules souches embryonnaires pendant plus de 20 ans. Dire du bien du Comité consultatif national d'éthique, puisqu'il avait donné un avis tout à fait positif à cette époque-là, donc avant la révision de la loi de bioéthique, il avait donné un avis positif, pour une fois, je dirais, sur la légalisation, oui, du temps de Sarkozy, sur la légalisation de la recherche sur l'embryon et les cellules souches embryonnaires. N'oublions pas les cellules souches embryonnaires qui sont un aspect très important de la question. Et là, devant ce résultat, l'Église a éprouvé le besoin de descendre directement dans l'arène. C'était la première fois où elle le faisait. Elle est intervenue directement au Parlement et au Sénat, avec, on a reconnu le nonce apostolique du pape, on a reconnu Monseigneur 23 et différentes personnes, pour intimer en quelque sorte l'ordre aux sénateurs et aux parlementaires de droite de refuser cela et d'aggraver au contraire l'interdiction. Il a fallu donc 2013 pour qu'une loi proposée par les radicaux de gauche d'ailleurs au Sénat finisse par venir à l'Assemblée, transformant cette interdiction en autorisation assortie de limites.
Malheureusement, on peut regretter que les autorisations à sortie de limite d'aujourd'hui reviennent pratiquement aux dérogations de la loi précédente. Mais néanmoins, ça change le contexte législatif. Dernière question. Au niveau européen, on en est où sur cette question? Parce que ça ne peut pas être qu'une question franco-française. C'est extrêmement variable. C'est extrêmement variable. Il faut reconnaître que les pays, globalement, les pays protestants ou voisins des protestants sont plus avancés que nous sur cette question-là. En Espagne, on vient de subir donc un recul relativement considérable. En Belgique, ils sont plutôt plus avancés. Donc j'aurais du mal à faire un panorama. En Pologne, vous avez eu également, sous l'influence de l'Église catholique, un retour en arrière très très considérable sur ces questions. Bon, ça serait un peu difficile de faire un panorama complet de tous les pays. Mais... Voilà, en tout cas l'Europe est loin d'être réalisée sur toutes ces questions. Pas réellement, et on peut être inquiet de la constitution du comité d'éthique européen, le CE, dans lequel pratiquement 70% des personnels sont des religieux. Jean-Sébastien Pierre, merci. C'était un plaisir.